Pourquoi est-ce que Conquest a perdu? C'est une vraie question. Eh ouais, je sais, ça peut sembler bizarre, voire stupide de poser ce genre de questions sur un personnage de fiction. Mais justement, c'est parce que c'est de la fiction que tout est permis, dans le sens où on peut rêver dans un cadre de logique qui s'aligne aux règles de l'univers que nous suivons. La fiction, ce n'est pas juste une histoire. C'est une histoire qui raconte une partie de nous. Et cette partie-là, elle est incarnée par un personnage. C'est pour ça que Spider-Man est le héros le plus célèbre au monde. On ne s'attache pas à lui juste parce qu'il grimpe au mur et qu'il balance des toiles. Non, on s'y attache parce qu'à un moment, on ne voit plus Spider-Man, on se voit nous-mêmes. Et Invincible, c'est pareil. Vous aimez Marc ? C'est pas un hasard. Vous vous identifiez à lui car il doute, il galère, il prend cher, il a peur et il avance quand même. Ou juste vous aimez les représentations de persévérance et de puissance, ce qui est pour le coup mon cas à moi. Mais tout ça soulève une autre question. Pourquoi les méchants sont aussi fascinants? Pourquoi est-ce que certains d'entre vous, oui, vous êtes obsédé par Conquest? C'est qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. C'est qu'il y a un miroir, même tordu, même déformé, qui nous renvoie quelque chose de vrai. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de comprendre Conquest. On va essayer de comprendre pourquoi il a perdu. Et surtout, on va essayer de comprendre ce que ça raconte de nous. Conquest. Ce type, ce n'est pas juste un guerrier, c'est un symbole vivant de l'idéologie viltrumienne. Ce mec, ce n'est pas juste un vétéran, c'est un vestige d'empire, un survivant de tout ce que les Viltrumiens ont fait et vécu de pire. Le génocide, le virus du Scourge, les Ragnars, les guerres de colonisation, la loi du plus fort à l'échelle de l'univers. Conquest, lui, il y est passé. Il a toujours été là, il a survécu à tout ça. Dans ma dernière vidéo sur Invincible, je vous ai matraqué avec une seule idée, la culture. J'ai expliqué que les émotions ne sont pas propres aux humains, que même les Viltrumiens de sang pur ressentaient de la douleur, de la peur et par conséquent de l'adrénaline. Donc je tiens directement à casser vos théories sur l'eau invincible gagne car il a de l'adrénaline. Non, c'est complètement faux, c'est débile. Conquest, comme son nom l'indique, est un conquérant. Il a été nommé ainsi pour honorer ses exploits. C'est l'exemple extrême, ou du moins parfait. C'est un Viltrumien parfait. Le produit parfait d'un monde qui t'apprend à tuer ta nature. Conquest est vieux, très vieux. Mais ce n'est pas juste une question d'âge, c'est une question de cerveau figé. On appelle ça la neurorigidité, le contraire de la neuroplasticité. Vous connaissez tous la neuroplasticité. Ces dernières permettent au cerveau de se modifier, de se réorganiser et de créer de nouvelles connexions neuronales en réponse à l'expérience, ou pour mieux s'en sortir après une lésion. Mais qu'est-ce que la culture a à faire dans tout ça? Bon, d'après cet extrait, je vous promettais une analyse sur la culture viltrumienne. Et dans cette vidéo, je vais tenir ma parole. Mais avant d'arriver à la culture, voyons voir les schémas cérébraux qui, eux, sont façonnés par la culture. Comme dit, le cerveau de Conquest est figé, dû à la neurorigidité. Mais pour comprendre la neurorigidité, il faut comprendre son némésis, la neuroplasticité. Cette dernière permet de façonner un être, de le rendre conforme et plus adaptatif à une société. Quand on grandit, notre cerveau perd de cette élasticité cérébrale, rendant alors quasi impossible les changements brutaux d'idées. Les personnes n'ayant plus une bonne neuroplasticité auront du mal à abandonner leurs vieilles habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cette personne pensera alors de manière rigide car elle a passé toute sa vie à voir le monde selon les mêmes filtres. La personne devient alors dogmatique. Ce n'est pas que la personne refuse de voir les autres points de vue, non, c'est parce qu'elle ne peut pas. Son cerveau est devenu trop rigide. Et c'est ça qu'on appelle la neurorigidité. Et c'est la culture, les croyances qui influencent le point de vue d'une personne, que ce soit ses goûts, ses pensées, ses mœurs, etc. Absolument tout est déterminé. C'est là que le déterminisme entre en jeu. Grosso modo, selon la culture, une personne sera amenée à penser d'une certaine façon, que ce soit positif ou pas. Bon, chez nous, dans notre monde réel, nous avons des concepts débiles qui sont des dérivés de biais culturels. Pourtant, nous confondons culture et nature, et nos croyances sont calquées sur la nature. Une fausse nature qui, elle, est une culture. Ce qui est normal peut alors devenir immoral, car ça ne s'aligne pas avec nos croyances. C'est pour ça que l'esprit critique est une qualité rare. Dans Invincible, Nolan a réussi à cultiver son esprit critique. Enfin, il a difficilement réussi à le faire, car Nolan, contrairement à Conquest, possédait un environnement propice à une élévation mentale. Mais l'esprit critique en soi est complexe. Avoir un esprit critique relève du courage.
Penser contre soi, penser mieux, ça c'est la phrase qui habille le mieux le concept d'esprit critique. Je tiens à rapidement préciser qu'avoir de l'esprit critique, ce n'est pas avoir de la neurorigidité. Donc les personnes jeunes, eux, n'ont pas de mal à changer leurs idées, mais est-ce qu'ils peuvent les questionner et y voir des failles? C'est là qu'un paradoxe entre en jeu. L'enfant peut facilement abandonner ses dogmes, mais ne possède pas un cortex frontal assez développé pour les questionner ses croyances. Mais on va rentrer en détail sur l'aspect scientifique bientôt. Donc là, on comprend que tout le monde est susceptible d'être sous un dogme, peu importe son sexe, son âge ou ses croyances. Mais pourquoi alors Conquest est peut-être le plus fort logiquement? Pour cela, on doit se demander qu'est-ce qui se passe dans sa tête, étant donné que l'état d'esprit, le mental, semble si important dans la vie d'un combattant viltrumien. Conquest, lui, il est quoi? Conquest, lui, a été façonné, brisé, puis recollé par un système qui l'a vidé de tout doute. Donc, il ne peut plus penser autrement. Il est bloqué dans un labyrinthe dont lui-même n'est pas conscient. Et c'est ça la pire faiblesse d'un être aussi puissant. Il est fort, oui, mais il est prisonnier. Les Viltrumiens ont construit leur force sur un mythe, devenir des dieux. Et pour devenir des dieux, il faut cesser d'être un non-dieu. Ils ont donc rejeté ce qui faisait d'eux de simples êtres vivants. Ils ont sacrifié leur être comme une offrande. Et dans cette offrande, ils ont tué l'émotion, la nuance, la faiblesse. C'est comme ça qu'est née en partie la Grande Purge, une sélection naturelle forcée, un nettoyage génétique brutal, impitoyable, et ceux qui ont survécu n'étaient plus des mortels. Ce que je viens de vous décrire, c'est la base culturelle d'un Viltrumien. C'est leur façon de voir le monde, leur filtre naturel, leur labyrinthe. J'ai mentionné 2 fois le mot labyrinthe, mais qu'est-ce que je veux dire par là ? On vit tous dans un paradigme. Ce dernier désigne un cadre mental qui façonne notre façon de penser, de ressentir, d'agir, peu importe notre culture ou notre langue. Ce paradigme structure notre réalité. Pour la faire simple, un paradigme est universel. Ça touche plus ou moins à la biologie. On ne peut pas s'en émanciper. On en est prisonnier. Un heuristique ou bien biais cognitif est un exemple parfait. Peu importe le lieu où tu vis, peu importe le siècle, les mœurs, ton cerveau devra créer des biais cognitifs. C'est presque naturel. Car dans un monde hostile où nos ancêtres ont vécu, avoir des biais était synonyme de survie. Ton cerveau consommait moins de calories, ce qui faisait que tu gardais de l'énergie pour après. C'est pour ça que c'est aussi dur d'aller à l'encontre de ces biais, d'aller à l'encontre de ces croyances qui, elles, sont mises en place par notre culture. Et si on se réfère à ma vidéo précédente, entre les similitudes évolutives entre humains et Viltrumiens, alors on peut partir du principe que la même chose se produit au niveau cérébral chez les Viltrumiens. Mais alors, comment est-ce que Nolan, le général Craig, Tula, Lucan et Anissa ont pu s'en émanciper? S'émanciper de leurs croyances, en passant de leur vie de tyran à une vie de paix et de plénitude. Vous allez sans doute dire que c'est grâce à la fréquentation des humains, n'est-ce pas? Alors oui, mais c'est plus compliqué. On va prendre un exemple. Pour vous, humains, si vous voyagez durant votre quarantaine dans un pays où la culture est différente et que le voyage dure 1 mois environ, on est d'accord que le temps que vous allez consacrer à fréquenter les habitants de ces terres ne sera pas assez long pour vous pousser à penser comme eux. Idem pour eux. De plus, tu les considères comme inférieurs, comme des sous-humains, des sous-hommes. Tu négliges leur culture, leurs mœurs, etc. Tu considères que ta morale, ta façon de voir le monde est meilleure. Et pour finir, tu n'as jamais questionné ta morale, tes croyances. Ce sont des vérités fondamentales et immuables, car ce sont des croyances. On est bien d'accord que jamais, au grand jamais, tu ne t'accoutumeras à eux en 4 semaines. Et bah ça, c'est un Viltrumien qui a passé 5 ans sur Terre et qui s'est fait convertir à la culture humaine. De cet exemple, on comprend que c'est un peu complexe et ça démontre une potentielle faille dans l'histoire d'Invincible. La neurorigidité présente dans le cerveau d'un Viltrumien ne pourrait jamais, jamais au grand jamais accepter les humains. De plus, qu'est-ce qui a rendu ces Viltrumiens aussi dociles? Et par-dessus tout, pourquoi Conquest, lui, n'aurait-il pas pu s'accoutumer aux mœurs terrestres et par conséquent avoir les avantages physiques que Mark possède, comme l'adrénaline? Si on se réfère à la science, à la recherche neuroscientifique, la solution a été trouvée depuis longtemps. La raison pour laquelle les Viltrumiens sont devenus dociles, devenus comme des humains, vient de leur structure cérébrale.
Olivier Houdet, un professeur de psychologie à l'Université de Paris, académicien à l'Institut de France, nous en parle dans son livre Apprendre à résister. Pour la faire court, il développe comment est-ce qu'on peut s'émanciper de ces biais cognitifs. Il cite que dans le cerveau, il y a 3 systèmes de pensée. L'un d'eux est le paradigme/le labyrinthe, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce dernier se base sur l'expérience, sur les connaissances. Il est rapide, automatique, intuitif. Sa fonction est de répondre vite, sans question, sans réflexion consciente. C'est ce qu'on appelle l'eau-paradigme, car il est présent chez tous les humains, peu importe leur culture. Ce système, c'est celui des heuristiques, raccourcis mentaux, basés sur l'intuition, les habitudes, les émotions. Bon, je sens que ça va être complexe, alors je vous invite à regarder ce schéma. Retenez-le bien, il vous aidera à comprendre ce que je vais développer dans quelques secondes. Donc, le système 1 est très utile dans la vie quotidienne, car il permet d'aller vite. Mais il est plein d'erreurs. Il est surutilisé dans notre vie quotidienne, chez nous les humains, même quand il s'agit de faire des choix politiques complexes. Le système 2. Ce système est lent, logique et réfléchi. Sa fonction est l'analyse, le calcul. Il sert à corriger les erreurs du système 1. Il nécessite de l'attention, du temps, de la concentration. C'est le système de la logique formelle. Mais il est coûteux en énergie, cognitif, donc on ne l'utilise pas tout le temps. Le cerveau est économe. Nos ancêtres qui surutilisaient ce système ont sans doute fini par mourir car leur cerveau était trop gourmand en énergie. Donc là, avec ces deux systèmes, on voit le problème. Le système 1 se base sur ce qui est considéré comme la norme, comme universel. Il se base sur le seuil de la logique. C'est la base. Et si la base, elle, est biaisée, tout le raisonnement, simpliste ou non, est aussi biaisé. Cependant, même si ce qui est considéré comme la base est vrai, le système 1 peut toujours être faussé. Oula, c'est là que vous allez me dire que vous vous êtes perdu. Mais ne vous inquiétez pas, les exemples et les analogies sont mes points forts. Imaginez que vos ancêtres aient travaillé dur pour exister. Pour eux, travailler dur équivalait à manger plus, récolter plus, bien vivre. Le travail était une liberté pour eux. Si ce schéma de pensée est passé de parents à enfants, etc., cela a fini par devenir une croyance, certes vraie, mais qui n'est pas fondée sur un argument logique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dit capitaliste. Travailler dur, très dur, n'est pas optimal, car 100% de la richesse générée n'atterrira pas dans tes poches. Quelqu'un capitalise sur ton travail. C'est là que le système 2 entre en scène. Celui-là te permettra de réfléchir et d'être nuancé. Mais pour cela, il faut savoir le démarrer, car celui-là est constamment en veille. C'est là que le dernier système entre en jeu. Le système 3, qui est le dernier, il permet l'inhibition et l'arbitrage. Sa fonction est celle de juge intérieur. Il ne produit pas de réponse, mais choisit entre le système 1 et 2. Il sert surtout à inhiber les automatismes erronés du système 1. Il dépend du cortex frontal, qui est la zone du cerveau liée à la prise de recul, la planification, l'autocontrôle, etc. Il est aussi appelé cerveau exécutif. Et tout à l'heure, je vous ai démontré un paradoxe chez les enfants, qui eux avaient la neuroplasticité, mais qui n'avaient pas le système 3 assez développé pour questionner proprement leurs croyances. Et chez un adulte, c'est l'inverse. Attention, je parle d'un adulte qui a un cerveau en bonne santé. L'adulte aura du mal à décrocher et à questionner ses croyances alors qu'il a l'outil pour le faire. Je tiens cependant à préciser que le troisième système est le système le plus avancé et le plus rare chez nous, les humains, car son arbitrage est très complexe. Vous pouvez remplacer ce troisième système par la métacognition, car sans lui, la personne aura du mal à comprendre les autres et surtout à se comprendre soi-même de façon profonde. Les enfants sont un bon exemple. Leur cerveau a du mal à performer dans l'analyse, le regard, l'arbitrage de soi, le jugement et la remise en question. La métacognition ou la conscience avancée, elle, naît avec le langage. C'est parce que nous avons des mots, de la grammaire, qu'on peut penser hors de notre corps. C'est parce qu'on peut nommer la peur, le doute, voire Dieu, qu'on peut réfléchir à ce que sont ces sentiments. Je ne vous apprends rien, mais ne pas connaître un concept ne t'aide pas à réfléchir dessus. C'est le fait de penser sur ses propres pensées, avoir un regard à la troisième personne sur ses propres raisonnements. Le troisième système énoncé tout à l'heure, cortex frontal / métacognition, c'est le simple fait de choisir si tu privilégies le système numéro 1 ou le système numéro 2 dans ton raisonnement. C'est comme si tu étais conscient d'être dans un labyrinthe. Le paradigme, c'est le labyrinthe et l'égrégore, c'est les chemins que tu prends pour traverser ce labyrinthe. Donc, le troisième système, c'est le fait d'être conscient de ce labyrinthe. Mais si on va plus loin, on pourrait dire que c'est prendre conscience, d'être conscient, d'être dans un labyrinthe.
Waouh, c'est complexe, je vous l'avoue. Cependant, en tant qu'adulte, c'est toi qui choisis quel chemin prendre pour arriver à un raisonnement voulu. Bon, j'ai déjà dit ça. C'est toi qui choisis entre les biais cognitifs rapides, simplement caloriques, mais extrêmement susceptibles d'être remplis d'erreurs, ou le raisonnement poussé, calorique, casse-tête, mais grandement correct. Tu choisis selon ton capital de connaissances. Si une personne adulte n'est jamais partie à l'école ou bien n'a tout simplement jamais développé le système 3, alors le système 3 ne performera jamais. Donc, grosso modo, sortir de ce labyrinthe est impossible car c'est un paradigme. Les chemins que tu prends d'habitude pour avancer et arriver à un raisonnement sont eux influencés par la culture, donc croyances, religion, etc. Et ça, c'est l'égrégore. Les chemins sont l'égrégore. Et en dernier, la conscience d'être dans le labyrinthe qui, elle, est la métacognition. Mais ça, c'est que la première couche. Donc, pour répondre, je dirais que les Vitrumiens venus sur Terre ont décidé d'utiliser leur système numéro 2 et ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout simplement cons. Ils se sont rendus compte que tuer, c'est pas bien. Pas bien du tout, et que leur culture faisait autant de mal à eux-mêmes qu'à qui que ce soit d'autre. Donc les Vitrumiens sur Terre ont utilisé l'esprit critique, ils ont pensé pour la première fois et sont devenus sympas, non pas envers les autres espèces, mais envers eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce que les Vitrumiens sur Viltrum n'ont jamais pensé ainsi? Car le système 1, 2 et 3, bah c'est les mêmes, qu'ils soient sur Viltrum ou sur Terre. Donc Conquest possédait ces systèmes, étant donné que c'est un Viltrumien. Donc Conquest aurait pu avoir accès au potentiel d'Omark, avoir accès à l'adrénaline. On va décortiquer ça avec le point de vue d'une Viltrumienne que nous allons appeler Victoria. Victoria est née sur Viltrum durant le règne de l'empereur Argal. Durant toute son existence, on lui a vendu et présenté le monde en tant qu'être pur. Elle a vécu sur Viltrum et elle était assez puissante pour ne pas mourir, mais pas assez puissante pour survivre à la Grande Purge. La Grande Purge, ce n'est pas de la rigolade, les gars. Sa cognition, elle, est comme celle des humains, avec les systèmes 1, 2 et 3. Cependant, Victoria est née sous un égrégore, un chemin tracé depuis sa naissance. Ses biais cognitifs sont, eux, d'une Viltrumienne. Donc, selon la culture Viltrumienne, c'est une parfaite citoyenne qui a vécu sur la planète Viltrum. Comment est-ce que, d'après vous, Victoria pourrait-elle s'émanciper de ces dogmes Viltrumiens? Les Viltrumiens ne possèdent pas de patience. La raison pour laquelle Mark a reçu de l'indulgence de la part de Craig et Anissa était due au nombre d'effectifs Viltrumiens qui étaient trop bas, vraiment bas. Même avec la volonté du monde entier, sortir du dogme n'est pas de la rigolade. Aucune personne n'aurait eu la patience d'écouter Victoria s'il avait des questions dites existentielles. Omniman, qui lui avait une preuve irréfutable des bienfaits des émotions, a échoué, ou du moins il a échoué à accepter ses émotions, sans doute dû à la neurorigidité. La preuve, c'est que tous les variants de Mark sont mauvais. Peu, voire quasi aucun variant n'est bon. Tout ça à cause des actions de Nolan. Dans les univers où Mark était bon, comme le Mark prisonnier, Nolan, lui, n'était pas bon. C'est pour ça que le Mark prisonnier est bon, d'après moi. D'ailleurs, on peut spéculer sur le fait que les Nolan maléfiques ont exécuté les Marks qui étaient bons à ce moment-là. Damn it! Donc, dû à son âge avancé, Nolan avait une neurorigidité puissante, car son cerveau fonctionnait comme celui des humains, ou du moins se rapprochait énormément de celui des humains. Contrairement à Immortal qui lui meurt et donc à de nouvelles cellules cérébrales, de nouvelles neurones, Nolan, lui, n'est presque jamais mort, donc son cerveau a continué à vieillir et à s'endurcir. La seconde où Immortal a arrêté de mourir, il est soudainement devenu mauvais, le rendant incapable de ressentir des émotions comme de l'empathie, ce qui l'a poussé à se suicider en faisant appel à Mark. La neurorigidité n'est pas la seule cause qui aurait poussé les Nolan maléfiques à tuer les bons Mark. Il y a aussi ce qu'on appelle une dissonance cognitive, mais j'y reviendrai dessus, vous inquiétez pas. Tous les Nolan, enfin la majorité des Nolan, ont élevé Mark avec les valeurs et la mentalité de Viltrum. Mais alors, d'après vous, quelle serait la solution pour qu'un Viltrumien par défaut puisse s'émanciper de ses biais cognitifs, comme par exemple Victoria? Pour
Pour que Victoria puisse s'émanciper de ses dogmes, il faut qu'elle entraîne son système, son troisième système, qui est l'esprit critique. Mais pour que son esprit critique soit performant, il faut entraîner son esprit critique. Oui, je sais, ça sonne redondant, mais c'est vrai. Et être entouré de personnes qui pensent comme toi, qui ont la même mentalité que toi, n'aide absolument pas. Tes croyances s'endurcissent car tu es entouré de personnes qui ne mettent pas à l'épreuve ta métacognition. Ce genre de dogme peut se voir dans notre quotidien, où le fait de simplement utiliser son cortex frontal est réprimandé. La culture influe sur le troisième système, l'esprit critique. Et la personne, pour son propre bien et par besoin d'appartenance, devient comme les autres. L'égrégore se met en place. Et si l'on questionne un Viltrumien sur le comment et le pourquoi de leurs actions, alors il vous répondrait par « Je ne sais pas, c'est normal, on a toujours agi comme ça, vous savez. » Mais avant de conclure sur la manière dont un Viltrumien répondrait à cette question, faisons encore quelques analyses. Récapitulons rapidement. À travers cette réponse, on comprendrait que le système de croyance est corrélé avec la dissonance cognitive. Les actions de la personne ne sont plus basées sur de la logique, mais sur des croyances, logiques ou pas. Et pour éviter une dissonance cognitive, le cerveau doit faire un choix. Soit les valeurs changent, soit les actions changent. Et puisque nous parlions de Nolan, pour lui, ses valeurs avaient changé. Donc ses actions ont changé. C'est pour ça que Nolan ne frappait pas Mark, il frappait le symbole de ses nouvelles valeurs en agissant à l'encontre de ses valeurs humaines. Nolan voulait changer ses valeurs. Et n'oubliez pas, quand il y a une dissonance cognitive, soit les actions changent, soit les valeurs changent. Et les valeurs, elles, naissent d'une compréhension de son univers, à travers son univers, au sens individuel. Et selon l'espèce, nous avons une compréhension totalement différente de l'univers. J'ai bien dit espèce, c'est bien ça. Le physicien Dr. James Felder a dit que la conscience, en l'occurrence dans cette vidéo, la conscience d'être conscient, n'est pas juste le résultat de ton cerveau et de tes neurones. La conscience est mélangée dans la réalité. Il y a un graphique qui s'intitule l'effondrement de la fonction d'onde, ce qui veut grosso modo dire que rien n'est impossible jusqu'à ce que cela soit observé. Mais c'est quoi le rapport avec la vidéo? Et pour le moment, Victoria et Nolan, le rapport est là. Donc, si la conscience est mélangée à la réalité, alors pour savoir plus ou moins la structure de la conscience d'un Viltrumien, il faut se pencher sur leur réalité. Mais c'est quoi leur réalité? Ils peuvent ne rien manger durant des mois, ne rien boire durant des semaines, se battre durant des heures dans une étoile, ils peuvent voyager à la vitesse de l'univers lui-même, ils peuvent se faire tous les espèces de l'univers car leur ADN est pur de façon littérale et figurée. Comment est-ce qu'une espèce avec des capacités divines puisse rester humble, puisse se questionner sur le comment ils sont mauvais? Les Viltrumiens voient les autres espèces de l'univers comme nous voyons les fourmis, les chiens, les chats ou tout autre animal. Nous pouvons aimer un chat ou un chien ou bien même un rat, mais peu voire personne ne se considère comme l'égal d'une fourmi ou bien d'un poisson rouge. Même si leur culture leur donne un semblant de divinité, leur biologie, elle, leur prouve qu'ils sont l'espèce la plus proche des dieux ou du moins très loin des mortels. Le biais de confirmation s'applique à travers leurs croyances, leurs exploits légitimisent leurs croyances. Et la théorie du physicien Dr. James Felder, qui dit que la conscience est mélangée à la réalité, s'applique. Il n'y a aucune dissonance cognitive de leur part, ils ne doutent jamais. Tout à l'heure, j'ai parlé de dissonance cognitive de Nolan. Et la raison pour laquelle il y a eu une dissonance cognitive entre ses valeurs et ses actions était due au fait qu'il avait aligné, calibré son monde aux valeurs viltrumiennes. Il avait des filtres, des lunettes, une sensibilité viltrumienne. Et quand un être est victime d'une dissonance cognitive, soit il change ses valeurs pour les concorder avec ses actions, soit il change ses actions pour les concorder avec ses valeurs. Je le répète, soit les valeurs changent, soit les actions changent. Et notre Nolan à nous a décidé de changer ses actions en retenant le point qui allait tout changer. Encore une fois, beaucoup de marques qui étaient bons ont perdu leur vie lorsqu'ils ont affronté leur père. Donc je réitère ma question. Si on demande à un Viltrumien pourquoi ils font ce qu'ils font, il te répondrait que c'est l'ordre des choses, la logique, de la pure logique. Et il finirait par te demander alors pourquoi eux sont surpuissants. S'ils sont surpuissants, c'est que la nature leur demande de dominer les autres espèces. Ils auraient une mentalité darwinienne / naturaliste. Soit tu manges, soit tu te fais manger. Et cette phrase est le seuil de pensée de beaucoup de personnes mauvaises chez nous les humains. Le Viltrumien te dirait que s'il est puissant, c'est qu'il
qu'il est en haut de la chaîne alimentaire et que sa supériorité est juste normale. Ce n'est ni bon ni mauvais. Avec cette mentalité à la darwinienne/naturaliste, nous les humains, avec nos croyances, on s'est cru au centre de l'univers avec le géocentrisme. Dans notre évolution, on s'est cru supérieur aux autres animaux. Nos biais, notre fonctionnement cérébral nous ont poussé à toujours être égocentrés sur nous-mêmes. Ceux qui avaient l'audace d'être contre le système étaient par exemple tués, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Même si on pense avoir évolué, avoir surpassé les paradigmes, ce qui est impossible, car le labyrinthe des siècles d'avant est toujours là, avec un autre chemin, certes, qui n'est pas pire, mais en tout cas qui n'est pas meilleur. Et attention, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas pire qu'on fait mieux. Mais revenons sur Victoria. Même si elle doute, elle ne pourra pas survivre si elle a l'audace de se retourner ou de douter de l'Empire. Tout comme si elle ose penser contre le système, alors elle se fera décapiter, littéralement. C'est pour ça que Taedius a directement assassiné l'empereur Argal. Il savait que le système était pourri jusqu'à l'os et que l'anomie, accompagnée d'un génocide biologique, était la solution. Franchement, GG Taedius. Je viens de développer l'ontologie, la nature viltrumienne à travers celle de l'humain, la petite analogie. Maintenant, on comprend comment la culture est née selon la nature d'un viltrumien. On comprend la base. Maintenant, on va se pencher sur le pourquoi Conquest n'aurait pu jamais devenir comme Mark, jamais pu utiliser l'adrénaline. Mais est-ce que vous vous rappelez de ces systèmes cérébraux énoncés plus tôt? Je vais résumer rapidement ce que j'ai dit pour vous amener au climax de ma théorie. Soyez indulgents, s'il vous plaît, soyez indulgents. Ok, l'égrégore ici, c'est les raccourcis de ce labyrinthe que tu prends pour arriver à une solution. Donc, le paradigme est universel et l'égrégore est culturel. L'égrégore, ce n'est pas juste une idée partagée, c'est une mémoire collective émotionnelle, un champ énergétique mental construit par le vécu, les relations, les expériences partagées. Deux personnes d'une même culture auront tendance à avoir le même point de vue sans même se connaître. Il renforce le paradigme, mais il y ajoute aussi du poids émotionnel, de la souffrance, des symboles, ce qui fait qu'on peut appartenir à une communauté sans parler. C'est le contrat social, si vous voulez. L'égrégore comporte les codes sociaux. Ces derniers font qu'on peut penser contre soi juste pour appartenir à une société, à un groupe. On se sacrifie pour être accepté. C'est le code social. Je sacrifie ma liberté, mon libre arbitre, ma nuance pour avoir les avantages du groupe, tout en perdant mes propres avantages naturels, comme le libre arbitre. Vous voyez ça? C'est ce que Conquest a fait. C'est ce que tous les Viltrumiens ont fait. Mais Conquest, lui, c'est à une autre échelle. Et quand cet égrégore est vicié, fossilisé, il pousse l'individu à rejeter sa propre vie intérieure, à vivre contre lui-même, car les intérêts personnels sont rarement ceux du groupe. La neurorigidité entre en jeu. Et les gens deviennent très à cran sur leurs croyances et leurs valeurs, qu'ils soient bons ou mauvais, logiques ou pas. C'est là que Conquest s'emprisonne. Ce n'est pas un simple soldat. C'est un être brisé qui a tout abandonné pour incarner une idéologie. Ses croyances, sa vie, tout entière ont été façonnées par l'égrégore viltrumien. Il n'est pas là pour survivre, il est là pour confirmer sa vision du monde. Il est tellement, mais alors tellement vieux qu'il est devenu une caricature viltrumienne. Même après sa mort, Nolan, le traître, le respectait, ce qui lui a valu une tombe digne de ses exploits, à l'encontre de Oliver, qui lui souhaitait qu'on balance le cadavre de Conquest dans le soleil. Son cerveau est tellement figé qu'il ne possède plus aucune once de critique personnelle, plus aucune critique sur ses valeurs, car il, ou plutôt les Viltrumiens, ont toujours fait comme ça. Il ne se bat pas contre Mark, il se bat contre l'idée de changer. Et c'est pour ça qu'il perd. Mark, lui, est l'inverse total. Il est jeune, il est humain, il a peur, il vit. Et retenez bien ça, Mark, lui, est vivant. Il doute, il souffre, il saigne. Et c'est parce qu'il accepte ça qu'il va plus loin que Conquest. Il ne nie rien, il vit pleinement. Et c'est ça, sa force. Les fans disent, mais Conquest est plus fort, il a de l'expérience. Ouais, mais il a perdu la flamme. Il est mort. Il a perdu l'instinct de survie. Parce que biologiquement, les Viltrumiens ont de l'adrénaline. Je n'arrête pas de le dire. Ils sont comme nous, je vous rappelle. Ils saignent, ils respirent, ils mangent, ils aiment. Mais pour que l'adrénaline fonctionne, il faut que le cerveau y croit. Il faut que tu crois que tu vas mourir. Et Conquest refuse d'y croire. Rappelez-vous, les Viltrumiens, en créant la Grande Purge, ont sacrifié les mortels en eux pour devenir des dieux. Et Conquest est tellement convaincu de sa supériorité qu'il bloque sa propre survie. Et c'est ça la dissonance cognitive. Soit tu changes tes actions, soit tu changes tes valeurs. C'est là qu'il y a une dissonance cognitive de la part de Conquest. S'il active son adrénaline, c'est qu'il a accepté le fait qu'il puisse perdre, qu'il puisse mourir. Le Scourge, les Ragnars, des centaines de Viltrumiens aussi forts que Mark l'ont déjà combattu et il a survécu. Tu sais que tu vas mourir, mais ton cerveau refuse d'admettre la réalité. Mais faut-il en vouloir à Conquest? Absolument pas. Je vous ai parlé de la neurorigidité tout à l'heure. Conquest a tout vu.
tout conquis, tout détruit. Il est mort pour renaître des cendres, au sens littéral et figuré, plusieurs fois. Et devenir un conquérant, c'est ce qui lui a valu son nom. Les autres Vitrumiens n'ont pas peur de Conquest parce qu'il est puissant ou qu'il se comporte comme un fou. Non! Déjà, Conquest est un génie. Si on se base sur les valeurs de la culture vitrumienne, alors les autres Vitrumiens ont peur de lui parce qu'ils ressentent ce que les autres espèces ressentent vis-à-vis d'eux-mêmes. Conquest a embrassé la culture vitrumienne et résultat, il est craint, haï, détesté. Il est craint parce qu'il montre à tous les Vitrumiens les défauts de leur propre culture. Et étant donné que Conquest a survécu à tout et qu'il est vieux, son cerveau a juste perdu la neuroplasticité. Il est devenu trop rigide. Il a connu tout. La guerre des Viltrumiens, le virus du Scourge, les Ragnars et tous les crasses de l'univers possible. Il a survécu par je ne sais quel miracle. Du point de vue de Conquest, même si tu saignes, tu continues à sourire. Même si tu tombes, tu refuses de dire que tu as perdu. Comment pourrais-tu perdre contre une fourmi alors que tu es un gagnant parmi les dieux ? Pendant ce temps-là, Marc, lui, il accepte tout. Parce que pendant que Conquest essaie de conquérir le monde en impérialisant son point de vue, sans doute, sans questionnement, Marc, lui, se conquiert lui-même en doutant, en pleurant, en changeant ses idées tout au long de l'œuvre. Conquest, lui, est figé comme une statue, il ne pense plus. Donc il n'est plus, il est mort. Il est comme décédé, figé dans le temps, tel un objet. Marc, lui, il est tout le contraire. Conquest est un mur, Marc, c'est une vague. Et une vague, ça frappe. Encore et encore, jusqu'à ce que même le plus grand et le plus solide des murs fasse ce que tout mur finit par faire. Il s'effondre. Devenez une vague, devenez invincible. Maintenant, vous ne me direz plus que Conquest est plus faible que Mark ou Nolan. Il est du même niveau que Trag, voire légèrement en dessous. Sur ce, je vous laisse débattre dans les commentaires et laissez un petit like, ça me ferait plaisir. Bisous, bisous, au revoir.